Je remercie l'association et l'équipe de Lille pour m'avoir invité. Alors effectivement, beaucoup d'entre vous euh, ont sans doute participé, se sont inscrits à Génida et ont participé au questionnaire, mais pas tous, ça s'est un peu ralenti. Et je voudrais d'abord vous rappeler, alors qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme participative, ça veut dire quoi? Pour la recherche clinique sur les formes de déficience intellectuelle, autisme, épilepsie d'origine génétique, c'est que les informations, en fait, ne sont pas remplies par des médecins qui sont souvent complètement débordés par le nombre de patients, les consultations qu'ils font, toutes les autres, tous les autres aspects de leur activité débordante, et que, en plus, les médecins spécialistes ne sont pas toujours ceux qui voient les patients au cours du temps, une fois que le diagnostic a été fait, une fois que les problèmes, je dirais, qui apparaissent majeurs au moment du diagnostic ont été identifiés, eh bien, ils sont plus tellement suivis par les spécialistes, éventuellement par des éducateurs, par les médecins généralistes ou les pédiatres ou médecins généralistes qui suivent au fur et à mesure, etc. Et donc, finalement, mais qui eux-mêmes n'ont pas le temps ou l'envie, euh, le soir, après avoir vu beaucoup de patients, de remplir des fichiers sur ce qu'ils ont observé chez tel ou tel patient, etc. Et donc, ceux qui sont à la fois ceux qui connaissent exactement ce qui arrive à l'enfant, quels sont ses problèmes de santé, quels sont ses problèmes de comportement, qu'est-ce qui affecte la qualité de vie. Et quand on parle, par exemple, du sommeil, eh bien, le sommeil, s'il y a des troubles du sommeil, ça affecte la qualité de vie de l'enfant et ça concerne aussi la qualité de vie de toute la famille. Donc, c'est finalement les parents qui savent le mieux, au cours du temps, quand l'enfant grandit, quand il devient adolescent, ce qui leur arrive. Et puis, on ne pense pas toujours à demander est-ce qu'il a souvent des infections pulmonaires, est-ce qu'il a souvent des problèmes digestifs, etc., dans une consultation dans l'hôpital universitaire. Donc, l'idée, c'est que les parents connaissent tout ça et comment peut-on recueillir pour les différents types de troubles du neurodéveloppement causés par des gènes différents. Et quand c'est des gènes différents, c'est des maladies différentes. Hein. Quand on dit, on parle des maladies rares, la déficience intellectuelle ou les troubles du neurodéveloppement, c'est pas rare. C'est 1 à 2% de la population, peut-être plus, ça dépend comment on compte. Mais individuellement, chaque gène, c'est des maladies rares, quelquefois très rares. Et c'est en fait 1500 maladies rares. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux parents de s'inscrire au titre de la maladie qui a été diagnostiquée génétiquement chez leur enfant. Et ils répondent à ce questionnaire, beaucoup de ce qu'on appelle des questions à choix multiples, des QCM, écrites de manière, en principe, tout à fait compréhensible, qui n'est pas trop long à remplir, même si effectivement, si c'est pour des enfants plus âgés, qui ont donc peut-être une longue histoire de santé, parce que ce n'était pas la même chose à l'âge de 3 ans, ce n'était pas la même chose à l'âge de 5 ans, quel médicament il a pris pour l'épilepsie quand il avait 5 ans alors qu'il en a maintenant 15, tout ça, ça peut être effectivement quelquefois compliqué. Mais
on n'est pas obligé de répondre à tout en même temps, on peut reprendre le questionnaire, etc. Et puis, il y a des réponses ouvertes où on pose des questions comme quels sont les principaux problèmes qui affectent la vie de tous les jours, la qualité de vie. Quels sont les principaux problèmes qui ont été rencontrés pour la santé de l'enfant? Quels sont les principaux problèmes du point de vue cognitif et comportement? Est-ce qu'il y a eu des réactions, ce qu'on appelle adverses, des mauvaises réactions à certains traitements? Quelles sont-elles? Quels sont ces traitements? Quelles sont-elles? Et puis aussi, c'est d'ailleurs la suggestion de famille qu'on avait ajouté une question sur qu'est-ce qui va bien avec votre enfant. Et comme disait Roselyne Combe, c'est par exemple des enfants joyeux, etc. Et ça ressort de cette question aussi. Et c'est important aussi, évidemment, de le savoir. Donc, Gélida, ça a commencé en 2016 avec peu de parents. Maintenant, on est à 2300 familles participantes qui ont rempli le questionnaire et à qui on demande de temps en temps de mise à jour, parce que comme dit, par exemple, à l'âge de 3 ans, un enfant peut ne pas avoir d'épilepsie et il en a à l'âge de 6. Donc ça, si le questionnaire a été rempli à l'âge de 3 ans, on ne va pas le savoir s'ils ne mettent pas à jour. Ou par exemple, il y a des améliorations. Par exemple, un enfant qui ne parle pas ou qui ne dit que des mots isolés à l'âge de 3 ans, peut-être que ça va progresser lentement, mais que ça va progresser, qu'à l'âge de 6, 7 ans, il commence à faire des phrases. Donc, tout ça, c'est important. Alors, euh, euh, comme on parle de beaucoup de maladies, nous ne pouvons pas analyser les données de Génida à nous tout seuls, et donc il faut qu'on trouve des cliniciens, des spécialistes qui sont intéressés par un syndrome particulier, et c'est là qu'il y a eu la contribution majeure. Sinon, on n'aurait rien fait avec Thomas Moll, Roselyne Combe et l'équipe de Lille, qui a fait toute une étude sur leurs patients à eux, qu'ils connaissaient effectivement, je dirais, comme un médecin universitaire, donc très précis, et puis qui ont étudié la littérature, les articles qui ont été publiés, et qui ont intégré les données de Génida, en partie pour le PNDS, mais surtout dans ce très bel article que Roselyne et Thomas et leurs collaborateurs ont fait, qui vient de paraître il y a quelques mois. Donc, qui utilise une partie de Génida. Alors, pourquoi une partie? C'est simplement que les, euh, les données dans Génida sont assez énormes. On ne peut pas écrire des articles de 50 pages. Et aussi, il n'y a peut-être pas assez. Quand ils ont fait leur étude avec Génida, il y avait 41 patients à l'époque qui étaient décrits dans Génida. Maintenant, il y en a 52, donc c'est un peu plus. Et là, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve dans Génida. Alors, d'abord, ce n'est pas une base de données française, c'est une base de données internationale. Alors, par exemple, en général, nous avons à peu près 45% de Français et des patients décrits d'autres pays. Pour mettre très ailes, sur les 52, il y a 58% de Français, mais 14% des États-Unis, 6% d'Allemagne, etc., Royaume-Uni, Norvège, Espagne, Italie, etc. Donc, vous voyez, c'est euh, très international. Et puis, on a d'abord, pour les questions, on va regarder, on fait problème par problème, excusez-moi, problème par problème, on va dire, est-ce que le problème existe ou pas?
Et là, ce qu'on appelle la vue d'ensemble, c'est de regarder quels sont les problèmes qu'on trouve le plus souvent. Alors, hein, décidément, alors, en fait, le tout premier, c'est la vision. C'était inattendu. Alors, la vision, ça inclut des choses qui sont peut-être l'hypermétropie ou la myopie qui sont corrigeables par les lunettes, donc c'est un peu moins important, mais il y a d'autres choses dans la vision qui sont quand même, par exemple, le strabisme qu'il faut connaître, qu'il faut... Mais ensuite vient le déficience intellectuelle. Alors là, il faut dire que on a posé la question, c'est peut-être de est-ce qu'il y a eu un diagnostic de déficience intellectuelle? Alors d'abord, chez les très jeunes enfants, on fait un diagnostic éventuel de retard du développement, pas de déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle, c'est à partir de l'âge de, je dirais, de 5 ans. Et d'autre part, il y a des enfants où c'était tellement évident qu'on n'a pas fait de diagnostic. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de diagnostic de déficience intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trouble cognitif, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas ce diagnostic. Et ce qu'a dit Roselyne Combs et qui a surpris parce que ça n'était pas vraiment connu dans la littérature, les parents indiquent qu'il y a pas mal de difficultés pour marcher, des problèmes liés à la bouche, à la cavité buccale, des problèmes musculo-squelettiques et les problèmes de comportement. Et puis, par contre, vous avez les problèmes cardiaques dont on a dit qu'au début, ils étaient ceux qui avaient attiré l'attention sur ce gène, eh bien, ils ne sont pas présents si souvent que ça, et quand ils sont présents, pas toujours importants. Et si un parent répond oui, il y a par exemple un problème cardiaque, on va ensuite poser la sous-question, qu'est-ce que c'est comme problème cardiaque? Est-ce que c'est un problème d'anomalie cardiaque congénitale? Est-ce que c'est des troubles du rythme, etc. Si s'il dit oui, il y a des problèmes de comportement, on donne toute une liste d'anomalies de comportement. On demande est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça, etc. Et en plus, et ça se fait rarement dans la littérature, on demande quand il y a un problème, est-ce que c'est un problème majeur? Est-ce que c'est un problème modéré? Ou c'est un problème mineur? Un enfant qui a fait une ou deux fois une crise d'épilepsie pas trop sévère, qui a pris un médicament pendant quelques mois et puis ça s'est arrangé tout seul, il y a eu épilepsie, mais ce n'est pas un problème perçu comme un problème majeur ou même modéré par le parent. Donc, on demande vraiment qu'est-ce qui est important. Et je vous illustre ceci. Ici, vous avez problème du comportement. Quels sont ceux qui sont majeurs? C'est enfoncé. Ensuite, modéré, c'est un peu plus clair. Mineur, c'est encore plus clair. Et inexistant, c'est tout à fait clair. Eh bien, vous voyez que les parents décrivent l'anxiété comme étant souvent 9 plus 7, disons 16 fois, soit modéré, soit mineur. Les déficits d'attention, les intérêts limités, ça c'est un peu c'est comme des signes d'autisme, hein. Comportement répétitif stéréotype, c'est aussi assez fréquent et assez important. Intolérance à la frustration, ça c'est important parce que, et notamment, on s'aperçoit ce que les parents décrivent après, c'est à cause de leur difficulté à communiquer par la parole, il y a une frustration parce qu'on ne les comprend pas. Et ça, ils ne supportent pas. Ou certains ne supportent pas. Hyperactif, c'est pas si souvent que ça. Timide, pas si souvent que ça. Excusez-moi, c'est de ne pas être là. Mais enfin bon, j'ai une erreur. Voilà, donc ça, c'est un type de choses. Pour l'épilepsie,
S'ils disent oui, alors il y a environ 15% des patients, 8 sur 50, qui décrivent de l'épilepsie de différents types. Absence épileptique, c'est ce qui est le plus présent, spasme infantile, épilepsie partielle. C'est majeur si c'est foncé, modéré si c'est bleu, moyen, et pas très important si c'est en bleu clair. Et là, vous voyez que c'est pas si souvent que ça, très fréquent, très important. Et surtout, on leur a demandé est-ce qu'il a dû avoir un traitement. Alors là, ceux qui ont l'épilepsie ont eu un traitement. Vous voyez que par exemple, dans 3 cas, c'est de la dépakine. Il y a du Keppra, lévéritacétam, Tegretol, Lamictal. Et ce qui est bien, c'est que, à, à une exception près, toutes les familles ont dit que ces médicaments ont été très efficaces ou, disons, efficaces. Très bonne efficacité ou bonne efficacité. Il y a eu un seul cas d'épilepsie multirésistante après avoir utilisé 3 ou 4 médicaments différents, mais qui a été ensuite amélioré, et ça on a le détail des informations, par une stratégie peu connue, électrophysiologique, de stimulation du nerf vague. Alors, vous voyez, c'est par exemple dans le Gene Reviews, il n'y a rien ou quasiment rien sur l'épilepsie et rien sur les médicaments. À l'époque où Roselyne avait fait son étude, il n'y avait pas assez de données sur les médicaments pour qu'on puisse vraiment en tenir compte. Là, c'est encore un peu limite. C'est pour ça que ça serait important qu'il y ait plus de gens qui fassent. Et ensuite, je dirais juste, par exemple, pour la vision, on voit que le strabisme est important, hypermétropie, myopie, astigmatisme. La sensibilité à la lumière a été décrite 4 fois par des parents. Ça, c'est absolument pas connu, c'est très intéressant, je pense, nystagmus, etc. Et puis, nous avons ces questions qui sont difficiles à analyser, mais très intéressantes, et donc on espère que l'intelligence artificielle va nous permettre de synthétiser ces informations. Et ce qui ressort tout de suite de ce que disent les parents, c'est les troubles du langage, et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez invité une spécialiste, l'absence de langage, les troubles de la parole, lack limited speech, gros retard verbal, problem is verbal speech. Oui, comme c'est une base internationale, les gens répondent dans leur langue, en allemand, en français, en espagnol, voilà, verbal speech, enfant non verbal. Donc, c'est évident, dès qu'on lit ce que disent les parents, que c'est l'aspect euh, parole, langage, qui est vraiment le plus important et qui affecte aussi le comportement. Voilà. Alors, ben, je termine en disant, alors, on a déjà 52 patients. Bon, il faut qu'on analyse encore un peu, notamment ces réponses ouvertes, etc. Mais faut-il poursuivre? Est-ce que ça suffit? Eh bien, je dirais oui, parce que plus de données seraient utiles, par exemple pour l'épilepsie, pour vraiment savoir quel type d'épilepsie et est-ce qu'il y a des traitements qui marchent mieux que d'autres, ou en tout cas, ou qui posent des problèmes, par exemple, d'effets adverses. Pour le moment, ça ne semble pas, mais on n'a que 8 qui sont décrits. Les problèmes sensoriels, les problèmes de surdité, les problèmes de vision, etc., ça mérite. Les problèmes de comportement aussi, et quels sont les traitements ou les prises en charge qui ont l'air de bien marcher. Ça, c'est les parents qui peuvent
nous dire quelle est leur expérience. Les troubles du l'évolution à l'âge adulte. On ne veut pas attendre 25 ans pour savoir qu'est-ce qui arrive aux personnes. Mais si on a des patients qui sont diagnostiqués et qui ont déjà 20, 25, 30 ans, eh bien, ça donne une indication sur comment évolue la maladie. Le sommeil et la prise en charge des troubles du sommeil. Et puis pour tout ça, il faudra une participation des familles pour nous indiquer quelles sont les questions qui sont peut-être les plus importantes à affiner, donc famille et association, et nous attendons d'eux qu'ils s'inscrivent et qu'ils répondent du mieux de leurs possibilités. Voilà, je vous remercie.